Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous plongeons dans la formation de l'homme, le dernier testament éducatif de Maria Montessori. Et si l'enfant n'était pas un être à dresser, mais une lumière à révéler, prenez place, ouvrez vos esprits, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un texte vraiment essentiel de Maria Montessori. Oui, la formation de l'homme. Écrit en Inde en 1949, on dit souvent que c'est un peu son testament spirituel. Tout à fait. C'est un texte où elle rassemble des décennies d'observation. Il y a une certaine, une certaine tristesse face à l'incompréhension, mais Mais une foi énorme en l'enfant. absolument. Une fois en l'évolution humaine, c'est vraiment un appel à regarder l'enfant autrement, à voir sa vraie nature. Alors justement, entrons dans le cœur du sujet. Pour Montessori, l'enfant, il n'arrive pas comme une page blanche. Non, pas du tout. Il possède ce qu'elle appelle des directives intérieures, son propre plan de développement, en quelque sorte. Et l'exemple le plus frappant, c'est peut-être cette fameuse explosion de l'écriture. Ah oui, ça c'est incroyable. Observé très tôt, dès 1907. Des enfants de 4 ans qui se mettent spontanément à écrire partout, sur les murs, par terre. Avec une joie, une rapidité stupéfiante. Et ce n'était pas juste apprendre des lettres pour elle. Non, non. Son analyse, c'est que c'était l'expression d'une énergie psychique très profonde. L'alphabet mobile, en fait, n'était qu'un outil, un déclencheur. Une force intérieure qui demandait à sortir. Exactement. Et comment expliquer ça? Ou même leur capacité à retenir des mots hyper compliqués comme précipite volissime volmonte. L'anecdote de l'inspecteur Di Donato est assez connue. Oui, c'est une mémoire assez phénoménale. Montessori, elle décrit une forme de mémoire qui n'est pas la nôtre, adulte. Différente, très différente, presque inconsciente à cet âge, et très, très liée à l'énergie créatrice du langage qui est en train de se former. Mm. Certains psychologues, bien après elle, ont parlé de la mémé pour des phénomènes un peu similaires. Une mémoire vitale, quoi. D'accord. Donc, les lettres mobiles, ça permettait juste à ce langage, déjà là, bien ancré, de trouver une forme visible. C'est fascinant. Et pourtant, face à ça, face à l'écriture, ou même à cette autodiscipline spontanée, Oui, ces enfants qui devenaient calmes, ordonnés, super concentrés, sans qu'on ait besoin de les punir ou de leur promettre une récompense. eh bien la réaction dominante, c'était pas l'émerveillement, plutôt l'inverse. Ah non, c'était l'incompréhension, le scepticisme, voire le rejet. On réduisait tout ça à une méthode, c'est ça? C'est exactement ça. Le mur des préjugés, comme elle le décrit. La peur de la nouveauté, la peur de sembler crédule, peut-être. Et puis les idées reçues sur les enfants. Oui, les préjugés tenaces sur leur incapacité intellectuelle. Il ne faut pas fatiguer les petits, le genre de choses qu'on entend encore d'ailleurs. Et puis, il y avait les critiques plus philosophiques. On l'accusait de rousseauisme ou religieuse. Certains trouvaient sa vision trop optimiste par rapport au péché originel. Et l'attachement à la punition. Ah oui, ça c'était viscéral. L'idée que la punition soit indispensable en éducation, que la solution, que l'ordre puisse venir de l'enfant lui-même, ça paraissait impensable. Alors, si ce n'est pas juste une méthode éducative de plus, comment elle définit sa démarche? Elle insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas comme les approches de Froebel ou Pestalozzi qui sont souvent pour un âge précis. Pour elle, c'est bien plus large. C'est une aide à la vie. Une aide à la vie. Oui. Le but, c'est d'aider la personne humaine, dès le début, à conquérir son indépendance, physique, psychique, à se réaliser en suivant ses propres lois de développement. Se libérer des préjugés, en fait. Voilà, se libérer des obstacles. Elle appelle à une étude scientifique de l'homme inconnu, basée sur l'observation. Pour elle, le premier maître, c'est l'enfant lui-même. Donc l'enjeu, il dépasse complètement le cadre de l'école. Ah oui, largement. Si on regarde sa vision plus globale de l'humanité, ce déséquilibre qu'elle pointe entre le progrès matériel fulgurant et une sorte de stagnation humaine. Où l'homme devient un peu l'esclave de ses créations. C'est ça. Et donc, l'éducation, dans ce contexte, ça devient une tâche fondamentale de libération pour aider l'humanité à retrouver un équilibre, à devenir vraiment maître de son environnement et de son propre développement. En résumé, donc Montessori nous révèle un enfant avec des capacités psychiques assez extraordinaires, un potentiel immense. Oui, un potentiel souvent étouffé, bridé par nos propres préjugés d'adultes. Son appel, c'est vraiment de changer notre regard sur l'enfant pour mieux comprendre la nature humaine, finalement. Exactement.
Et ce texte de 1949, il est puissant parce qu'elle décrit ces préjugés comme d'immenses banquises, des banquises qui nous empêchent de voir. Des banquises, c'est une image forte. Oui, et ça nous amène peut-être à une question pour nous aujourd'hui, près de 75 ans plus tard. Quelles sont nos banquises actuelles? Quels autres potentiels humains, chez l'enfant ou même chez l'adulte, on reste aveugle à cause de nos blocages, de nos préjugés contemporains, qu'ils soient culturels, technologiques, sociaux? Sur quoi notre regard aurait-il urgemment besoin de se renouveler?